Et ces races-là sont dressées les unes contre les autres dans la logique bien connue du diviser pour régner. Et je pense que la faute historique de l'élite Tutsi, c'est d'avoir accepté ces récits, ces fables plutôt, complètement absurdes d'hommes venus du dehors, leur disant, eh bien, vous êtes nés pour gouverner, vous êtes plus intelligents que les Hutus, vous avez des qualités qu'ils n'ont pas, etc. Indigène, tel est le terme par lequel les colonisateurs désignent, en opposition à des élites locales peu nombreuses, les hommes et les femmes qui composent l'immense majorité de la population. Dans les possessions françaises, les Africains sont plus précisément régis par un statut de l'indigénat qui énonce toute une série de devoirs et ne reconnaît aucun droit. Il y avait le portage, le chef de district, c'est-à-dire le commandant. Le commandant, le mot vient de ce que les premiers c'était des militaires et chaque fois c'est le terme commandant et c'est resté, c'est passé dans l'administration civile. On porte le commandant, il y a 4 personnes, 2 devant, 2 derrière qui marchent à pas cadencés. Il n'y avait pas de route à cette époque-là et il fallait que le commandant aille dans les divers coins de province pour surveiller les travaux. Il était tout le temps sur le terrain. Il fallait transporter aussi les bagages du commandant. Et des fois même sa petite amie. Vous voyez? Alors tout ça faisait que certains chefs, certaines personnes africaines disaient que ça c'est pas de l'amitié, ça. Et se révoltait. Sous le régime français de l'indigénat, l'administration coloniale s'attribue l'exercice de la justice. Mais devant cette justice, comme dans tant d'autres circonstances, les administrés ne sont pas égaux. Il y avait 2 statuts. Les citoyens français, ceux qui avaient les mêmes droits que les Français de France, qui avaient la citoyenneté française, qui étaient ou naturalisés ou citoyens d'origine, et puis les sujets. Les sujets, eux, relevaient du statut de l'indigénat, comme on disait. Ils avaient un statut civil spécial, militaire spécial, fonctionnaire spécial, salaire spécial. Un citoyen français entrait dans l'armée française comme un Français de plein exercice, si je puis m'exprimer ainsi. Son uniforme était un uniforme de soldat français. Tandis que le sujet français, lui, il était un tirailleur sénégalais. Avec sa chéchia, ses bandes moltières et tout le reste, il y avait une nette différence entre le fait d'être citoyen et d'être sujet français. Ce à quoi tout le monde aspirait, surtout ce qu'on appelle les lettrés, les cadres, les élites, comme on disait, c'était de devenir citoyen français. Parce que c'était là qu'on avait les mêmes droits que les Français de France. C'est là qu'on pouvait atteindre les mêmes fonctions, avoir les mêmes prérogatives, relever des mêmes tribunaux, c'est important. Et par conséquent, tous les cadres, qu'ils soient fonctionnaires ou privés, tout le monde avait une aspiration première, c'est de devenir, avoir la qualité de citoyen français. On l'obtenait par décret. On faisait la demande et selon que vous étiez jugé digne de cette qualité, le gouvernement français, par décret, vous admettait à la qualité de citoyen français. Les Portugais sont en Afrique depuis le XVe siècle
et pour leur part revendiquent haut et fort leur doctrine de l'assimilation. Assimilation des colonies à la métropole, assimilation progressive des indigènes par l'instruction. Pour les Portugais, l'assimilé était quelqu'un qui renonçait à ses traditions et à sa culture pour assimiler la culture portugaise, aussi bien dans la nourriture que dans l'habillement, le comportement ou la religion. Mais en fait, la plupart des assimilés souhaitaient simplement avoir accès à de meilleurs emplois, de meilleurs salaires. Ils voulaient pouvoir inscrire leurs enfants dans les écoles officielles plutôt que dans celles réservées aux indigènes. C'est ce qui a motivé mon père à demander l'assimilation. Mais je dois dire que mon père n'a jamais renié sa culture, ses racines, ses origines. À l'instar de beaucoup d'assimilés. Et il n'est pas surprenant que la plupart de ceux qui ont prôné le nationalisme et la résistance au colonialisme aient été des assimilés. Les missionnaires ont précédé dans le temps la grande poussée colonisatrice de la fin du XIXe siècle, puis l'ont accompagnée avec des intérêts souvent convergents. Ce que les missionnaires du Royaume-Uni illustrent si bien par leur philosophie des 3 mots, commençant par la lettre C. La civilisation, par le christianisme et le commerce. Pour ces missionnaires, tout commence par l'éducation, mais leur dévouement a un prix. Les missionnaires ont introduit chez nous un nouvel art, celui de gribouiller des choses qui ont un sens. C'était révolutionnaire pour notre peuple et les gens voulaient apprendre. Ils voyaient qu'on pouvait écrire quelque chose sur un bout de papier ou sur une ardoise, l'apporter à quelqu'un d'autre, et cette personne pouvait déchiffrer ce qui était écrit. C'était comme une révolution, et ils y ont adhéré. Mais comme c'étaient les missionnaires qui enseignaient la lecture et l'écriture et qui fondaient les écoles, pour y aller, il fallait accepter de devenir chrétien. C'est ainsi que les missionnaires ont réussi à attirer les gens. L'autre manière, c'était par la santé. Ils disposaient d'équipements sanitaires et ils étaient capables de guérir des maladies réputées incurables, les ganglions, les verrues, des maux très ordinaires qu'on ne savait pas soigner jusque-là. Dès son arrivée, l'administration coloniale a introduit l'argent, des pièces. Mais on ne comprenait pas comment ces petits bouts de métal pouvaient avoir une quelconque valeur. Rien à voir avec un mouton bien vivant et sur ses 4 pattes. Une chèvre était pour nous bien plus précieuse qu'un morceau de métal. Mais le gouvernement déclara que c'était la nouvelle monnaie d'échange et que nous devions payer des impôts. C'était une notion totalement inconnue et nouvelle. Mais le gouvernement a été bien clair. Nous devions payer des impôts et nous ne pouvions le faire qu'avec ces pièces de métal. Ils n'accepteraient ni chèvres ni moutons. Évidemment, les seuls qui possédaient ces pièces de métal étaient les colons. Et pour en obtenir, nous devions travailler pour eux. C'est ainsi que ce nouveau concept du travail payé en argent a été introduit dans notre société.
La colonisation, c'est très bien. Mais il ne faut pas que cela pèse trop lourdement sur les budgets des puissances colonisatrices. Elles font alors appel à une solution largement utilisée. Abandonner leurs droits régaliens à des entreprises privées, les compagnies concessionnaires. Compagnies tenues à des obligations envers les pouvoirs publics, mais qui ne respecteront que rarement ces mêmes obligations. On nage désormais en pleine confusion des genres, et cela ouvre la porte à tous les abus. Les compagnies concessionnaires étaient des compagnies qui, avec la complicité de l'administration, faisaient travailler les populations dans le cadre de ce fameux travail forcé. Parce que tout le territoire avait été livré, en quelque sorte, à des commerçants privés. Par exemple, les populations étaient astreintes à produire une certaine quantité de caoutchouc. Et ça, c'est un peu contraire, évidemment, à la méthode de travail traditionnelle. Chez nous, autrefois, d'après ce qu'on constate, le travail n'était pas considéré comme une corvée. Quand c'était un travail collectif, quand il fallait, par exemple, réparer une maison ou bien faire un champ, au son de la musique et avec un peu de boisson, les populations venaient aider à faire ce travail-là en chantant. Et je vous assure que on n'avait pas besoin de chicotte. La mère de notre leader Barthélemy Buganda a été battue à mort parce qu'elle n'avait pas produit la quantité de palmistes pour nourrir les fonctionnaires et les commerçants. Obligatoire pour tous les sujets mâles et valides, le travail forcé n'est pas rémunéré si ce n'est par quelques denrées alimentaires. L'administration coloniale fait appel au travail forcé pour les ouvrages d'utilité publique. Mais les compagnies concessionnaires ne sont pas en reste, et le travail forcé contribue largement au succès de leurs activités minières. C'est en Afrique du Sud que se trouve l'exemple le plus spectaculaire de ces compagnies. La British South African Company et la De Beers, créée par le seul Cecil Rhodes, businessman et homme politique britannique aux ambitions démesurées. J'annexerais les autres planètes si je le pouvais, regrettait celui qui ne cessa d'élargir les limites de son empire en organisant des opérations militaires qui lui permettaient de signer avec les chefs indigènes des traités d'abandon de souveraineté. Et cela parfois dans des régions très éloignées de la province du Cap, sa base de départ. À la conquête de terres qu'il exploita et qui furent baptisées à sa grande satisfaction narcissique Rhodésie du Sud et Rhodésie du Nord. Cecil Rhodes came to exploit the resources. Cecil Rhodes est venu pour exploiter les ressources de la Rhodésie du Sud et de la Rhodésie du Nord. He was sharing various parts of Southern Rhodesia, various parts of Northern Rhodesia. Il a lui-même distribué différentes parties de ces régions à des hommes d'affaires, des Blancs qui souhaitaient travailler avec lui. Il leur a tout simplement vendu ces territoires comme s'ils lui appartenaient. Et il s'est fait payer en échange. Voilà ce qu'il a fait. Presque toute la population noire de la Rhodésie du Sud, devenue le Zimbabwe aujourd'hui, fut tout bonnement expulsée vers des zones désertiques et montagneuses où la vie était très difficile. Cecil Rhodes est à l'origine du processus de destruction du Zimbabwe. Cela ne fait aucun doute. Le roi des Belges avait